Bon samedi matin tout le monde, bienvenue à une tasse de thé avec Max Lalonde. C'est déjà la 3e émission. Merci à tous pour les commentaires, merci à tous pour les partages. Merci d'être là, il y a déjà pas mal de monde de brancher ce matin. Je vous remercie de votre collaboration. C'est un maudit beau projet qui nous a été proposé, qui est une initiative de la table de concertation de l'industrie du golf du Québec. C'est avec grand plaisir ce matin que je vous rejoins en direct de la terrasse du centre de golf Le Versant. J'ai même ma tasse de thé avec Max Lalonde. On est équipés ce matin. Je vous présente mes invités dans les prochaines minutes. Je vous présente mon foursome de ce matin dans les prochaines minutes de 1 avant de partir pour aider à la visibilité du show, pour nous aider à ce que tout le monde sache qu'on parle de golf comme ça le matin et la fin de semaine et que c'est une initiative de la table de concertation. J'ai besoin que vous partagiez le vidéo. C'est le fun de liker, c'est le fun de commenter. J'ai hâte de vous lire, mais partagez le vidéo sur votre page Facebook. Ce que vous regardez présentement, là, la petite flèche marquée partager. Allez-y, faites ça et comme ça, plus de gens, plus de golfeurs, tout le monde de la communauté golf seront au courant que ce matin, Colin, 3 des pros les plus hot au Québec, 3 des enseignants les plus hot au Québec sont là pour jaser de golf avec nous autres. Il y a déjà pas mal de monde qui sont dans le show ce matin. Salutations, je vais en mettre quelques-uns à l'écran. Marc-André Ménard, bon matin la gang, salut Marc-André. Antoine Fournier qui dit Alexis Fournier, écoute ça. Ben oui, certains écoutent ça. Anne Rogerson qui est là, salut Anne, bon matin, merci d'être là. Il y a plein de monde. Merci d'être là. Merci de partager la bonne nouvelle avec nous autres. J'ai hâte de vous présenter les invités, mais juste avant, 2 choses. La question du jour, à chaque émission, en fait, je vous propose une question du jour et je veux vos réponses. On les met à l'écran, on en discute et je vais poser la même question à mes invités tantôt. La question du jour aujourd'hui, mettons, on jase. Peu importe quand, la période, vivant, décédé, peu importe, je vous offre la chance de vous créer le quatuor de vos rêves, le foursome de vos rêves. Vous jouez avec qui? C'est pas obligé d'être des joueurs de golf, là. Ça peut être n'importe qui, puis je vous donne le mien pour vous inspirer. Mon foursome de rêve, moi, évidemment, vous voyez ma casquette Tiger Woods, je suis un grand fan de Tiger Woods. Moi, il y a Tiger sur mon foursome, c'est sûr. Je suis un maniaque de basketball qui redécouvre le basketball avec la série The Last Dance qui est sortie sur Netflix et il joue au basketball. Donc, Michael Jordan serait aussi sur mon foursome. Et pour compléter mon foursome, mon golfeur préféré de l'ère contemporaine, Tony Finau, parce que je veux le voir frapper des bombes à 355 verges avec son demi-swing. Ça serait ça serait mon foursome de rêve. Alors, quel est le vôtre? Je l'attends en commentaire. J'ai hâte de mettre ça à l'écran. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine des photos se promener sur les médias sociaux de propriétaires de terrain de golf, de gestionnaires de terrain de golf. Ils ont mis des photos de leurs verres, des greens, des allées. Ils ont commencé à retirer les toiles. Ils travaillent depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, et des frissons ses bras quand je regarde ça. Avez-vous vu la qualité du terrain? Avez-vous vu la qualité des terrains, des verres un peu partout au Québec? Je veux saluer l'Association des surintendants du Québec qui travaille d'arrache-pied à effectif réduit depuis le début de la saison. Vous connaissez la situation actuelle. On ne s'étalera pas là-dessus. Les moyens ne sont pas les mêmes que d'habitude. Et quand même, ces gens-là font un travail colossal. Je veux les saluer. Quand la saison va partir, quand on sera en mesure de jouer au golf, on va jouer dans des conditions A1, et ça, c'est grâce aux surintendants d'un peu partout au Québec. C'est pas mêlant, là, c'est de la chimie, cette histoire-là. C'est de la chimie. Et si jamais il y en a qui veut venir faire le gazon chez nous, aimerait beaucoup ça parce que ça n'a pas l'air de ça, le gazon chez nous. OK, merci d'être là ce matin. J'attends vos réponses à la question du jour, mais tout de suite, le temps
qu'on ait vos réponses et que vous partagez cette vidéo-là, je vous présente nos invités. Il est professionnel au club de golf Le Mirage, également fondateur de Foisy Golf Academy. Il sera avec nous ce matin dans le Foursome, mesdames, messieurs. Steve Foisy, salut Steve! Bon matin Max, merci de nous recevoir. Hey, c'est tellement cool, tellement content que tu sois là. Il est professionnel au club de golf La Tempête à Breakyville, Québec et directeur de l'académie là-bas, mesdames, messieurs. Kevin B. Tremblay est avec nous ce matin. Salut les amis! Salut les amis, ça va? Ça va, ça va. Et il a probablement le plus beau setup extérieur et il est nouvellement professionnel au golf Château-Bromont dans les cantons de l'Est. Un gars que je connais depuis longtemps, un autre ami pour compléter le foursome. Jérôme Blais est avec nous ce matin. Salut, Jay. Comment ça va? Ça va? Belle journée d'été à matin ici en Estrie. Là. Ben oui, mais c'est une belle journée d'été partout. OK, là, Steve, Kevin, à quel point vous êtes jaloux du setup de Jérôme? Aïe, 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 beaucoup. Absolument. Il y a les honneurs, c'est le premier thé, c'est sûr. Double cote, je roule à peu près à 8, je te dirais. Puis quand je le roule, 9. Quand je le roule, 9, c'est tellement cool. Hey, les gars, d'un, merci d'accepter l'invitation. Vraiment, ça me touche beaucoup. Vous êtes des gars que j'apprécie beaucoup. Vous êtes des gars qui, selon moi, les trois, vous avez un point en commun. La simplicité dans l'enseignement de la game pour avoir pu passer du temps avec chacun de vous trois, parce que les trois, vous êtes des coachs de golf, des enseignants de golf, des professionnels de golf. Bon, il y a un point qui vous relie, c'est la simplicité dans l'enseignement, puis c'est la façon dont vous amenez le golf aux gens et la raison pour laquelle on voulait vous parler ce matin, parce que la saison s'en vient. C'est un sport difficile, on veut tous devenir meilleurs, on veut tous s'améliorer et aujourd'hui, dans la pratique du golf, je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance d'aller chercher des trucs justement avec des gars comme vous autres. Et j'ai le goût de commencer avec une première question. Avez-vous hâte de jouer au golf et de pouvoir embarquer sur notre terrain? Certainement. Donc, pour ma part, Passe ça, Kevin, passe ça. disons que la saison des pros de golf au Québec est habituellement plus en fin de saison. Du moins, je témoigne pour moi. Donc, pour moi, le délai ne sera pas super différent des années précédentes. Donc, mes games sont joués à l'automne. Mais pour nos adeptes, oui, effectivement, j'ai hâte que ça parte. Oui, absolument. Moi, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé à jouer dans le cours. Là, fait que ça va popper. Là, je peux me concentrer juste sur moi en ce moment. Mais c'est sûr que quand la saison commence, l'enseignement, ça se passe beaucoup plus début de saison, milieu de saison. Fait que, mais on a hâte. C'est sûr qu'on a hâte. Ouais, absolument. Kev, de ton côté, y a-t-il encore de la neige à Québec, là? Il y a encore de la neige, un peu, pas beaucoup, mais moi, je me rappelle l'année passée, Steve et moi, on a joué un tournoi, je pense que c'est comme au milieu du mois de juin. Puis je crois que c'était une de nos premières games à nous deux. Fait que, écoute, on joue pas beaucoup de games au début de l'année, c'est sûr, c'est plus tard dans l'année. Mais on a hâte de commencer, c'est sûr, comme tout le monde. Là. Hey, les gars, je veux vous demander la question que j'ai demandé à nos auditeurs de ce matin. Votre foursome de rêve, mettons. Le temps de vous laisser y penser, je vais en mettre quelques-uns à l'écran. Gaétan Grimard dit « Mon fils, Tiger, Rory et Jordan Spieth ». Fait qu'il y en a 4. Fait que Gaétan ne joue même pas sur son foursome. Ça va bien? Il y a Pierre Picard qui dit « Monsieur Jean Béliveau, Monsieur Arnold Palmer et mon père, qui serait un solide foursome. » Il y a Anaël Surette qui dit Tiger, Mickelson et mon papa. Il y a beaucoup de ça en golf, des liens familiaux. Votre foursome de rêve, commençons par Jérôme. Jérôme, ton foursome de rêve, tu mets qui sur ton foursome? Tiger Woods en partant, ça c'est sûr, pour l'ensemble de l'œuvre. Puis moi, mon histoire d'amour, c'est Fred Couples. C'est lui qui m'a donné le goût de jouer au golf quand j'avais 11-12 ans. Puis là, ben, depuis une couple d'années, j'ai mon garçon qui commence à s'amuser pas mal au golf. J'embarquerai probablement avec nous autres. Ah, cool. Steve, toi? Moi, j'irai avec mon père. Ça fait cliché aussi. Je lui permettrais de jouer avec son idole, Greg Norman. Et les deux autres concurrents, ce seraient deux paradoxes. C'est-à-dire, j'aimerais jouer avec Boo Weekley, qui est un solide redneck. J'aimerais ça le voir aller sur un terrain. C'est quelqu'un qui joue avec une indifférence inégalée. Puis sa contrepartie, Bryson DeChambeau, pour voir un petit peu un mix d'analyse extrême versus d'insouciance. Donc, ça serait mon foursome. Analyse versus insouciance, j'adore ça. J'aime la confrontation. Kev, toi, de ton côté? Ben, moi aussi, j'irais avec mon père, c'est sûr. On aurait bien du fun, c'est certain. Tiger pour tout ce qu'il est capable de faire sur un parcours de golf. Puis pour mon dernier, j'hésite entre Mike Fraser ou Jack Nicklaus, mais je pense que j'irais pour Jack Nicklaus parce que il doit être incroyable à avoir joué.
Oui, ah non, ça c'est sûr. Et les gars, c'est drôle, hein? J'ai beaucoup de monde qui mettent Mo Norman dans leur foursome de c'est très bien ça aussi, Mo Norman. Il y a toutes sortes de styles dans Mo Norman. Il y a toutes sortes de styles, c'est vrai. Hey, les gars, tantôt, je vous ai présenté comme... On serait témoin de belles choses avec Mo Norman sur un parcours. Des choses de musique également. Tantôt, je vous ai présenté en disant que vous aviez un point en commun pour moi dans l'enseignement, puis c'est la simplicité. Tu sais, Jérôme, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu venais faire des chroniques à la radio dans mon émission. Ouais. Je t'ai vu donner des cliniques aux gens. Je pense que ça a toujours teinté ton enseignement, le côté people, le côté rassembleur de par tes voyages de golf. À quel point la simplicité dans l'enseignement, pour toi, aujourd'hui, c'est important? Bien, c'est primordial. Pour ma part, le facteur plaisir doit toujours être sur la première ligne. Et puis, en enseignement, ben, j'essaie de garder ça le plus simple possible avec des exemples que les gens, des fois, peuvent retrouver dans leur quotidien pour qu'ils puissent faire rapidement des liens et les mettre en application. Et surtout, y aller de quelques trucs sans y aller trop en profondeur rapidement parce que les gens veulent souvent tous s'améliorer, mais ne sont pas toujours prêts à mettre les heures qu'il faut. Donc, il faut ajuster notre enseignement en fonction des élèves, des gens, le temps qu'ils ont pour s'entraîner. Fait que c'est sûr, quelqu'un qui veut vraiment s'investir à fond, bon, on va y aller plus profondément, mais quelqu'un qui c'est plus un loisir et qui cherche quelques conseils pour améliorer son jeu, bon, on reste plus en surface, mais comme je dis, c'est toujours le but, c'est de s'adapter pour garder le facteur plaisir. Absolument. Puis Kevin, toi de ton côté, à la Tempête, à l'Académie, là-bas, vous avez un setup de rêve incroyable. Ça se fait dans la bonne humeur. Toi, ton équipe, Louis-Alexandre, Fred, là-bas, vous êtes... Tu sais, il y a une partie de l'accueil puis de la relation avec votre élève aussi, j'imagine, qui augmente le taux de réussite puis la complicité que vous pouvez avoir avec les gens qui vous enseignent. Oui, l'expérience complète est super importante dans tous les points. Tout est réfléchi, c'est sûr. Puis pour faire un peu suite à ce que Jérôme disait, on ne joue pas tous au golf pour la même raison. Moi, je me fais un devoir, puis j'aime ça, enseigner à des gens de tous les niveaux de golf. C'est-à-dire que enseigner le matin à un pro de golf, puis après ça, à quelqu'un, un monsieur ou une dame qui n'a jamais touché un bâton de golf de sa vie, je trouve ça formidable. Je trouve que ça demande une adaptation de notre part. C'est pas vrai que tout le monde va pratiquer durant 6 jours sur 7 pour qu'est-ce qu'on va leur parler. Fait que quand c'est ajusté, quand c'est adapté comme enseignement, on est capable de voir une simplicité là-dedans. Quand la personne voit que c'est simple, ça veut dire que nous, on s'est bien ajusté. On est capable de complémenter un enseignement fait à un joueur de plus haut niveau, mais quand c'est fait à quelqu'un qui va pratiquer 4-5 fois par année, il faut que ce soit simple, c'est sûr. Hein. Steve, de ton côté, toi, tu as un allié qui est incroyable qui s'appelle la technologie avec Foisy Golf Academy. L'enseignement passe un peu à un autre niveau parce qu'on peut comprendre des choses. Puis je l'ai vécu, j'ai été te voir à ton académie. C'est incroyable comment tu es setupé. À quel point les gens apprécient ça, cette capacité-là, justement, de comprendre par quasiment un jeu vidéo son swing de golf. Là. Donc, je vais commencer par débuter en disant que ça peut faire peur, mais que le fait de vouloir apprendre le plus possible, du moins dans les 2 dernières années, j'ai eu la chance de travailler pédagogiquement avec des biomécaniciens, avec d'autres entraîneurs de golf des plus grandes académies aux États-Unis qui utilisent ces technologies-là de captation 3D puis des plaques de force au sol. Mais la minute où les gens mettent le pied chez nous, ce qu'ils voient, c'est que la manière dont j'utilise l'information qui m'est générée, tout ça est quantifié, c'est que ça évite de travailler dans les devinettes. Donc, j'essaie quand même de garder un langage qui est vulgarisé, qui est simple. Moi, je prends connaissance de ce que les technologies me génèrent, mais je n'ai pas nécessairement à utiliser tout ce contenu-là pour le divulguer. Ouais. Ma force dans le passé, puis ça le demeure encore, c'est vraiment de travailler avec le public. Je pense qu'on a tous cet atout-là en nous. Donc, je veux d'abord écouter les gens et ne pas créer le besoin que la personne, ce que moi, je vois nécessaire chez lui ou chez elle. Donc, c'est vraiment un complément. Puis, jamais je vais avoir une idée fixe de comment une leçon va prendre forme. Donc, je m'adapte au fur et à mesure où ça progresse. Puis, naturellement, on veut avoir un petit peu le background de chaque individu qui vient nous voir. C'est quoi leur historique au niveau des sports pratiqués, quel est leur quotidien. On a la chance à mon académie d'avoir un gym aussi où on peut évaluer les gens et leurs conditions physiques. Donc, ça m'aide à mettre le doigt sur la racine plus rapidement que par devinette. Je suis curieux, les gars, quand quelqu'un vient vous voir et que c'est la première fois, sentez-vous de la nervosité dans ces personnes-là? Parce que j'ai tout le temps l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont gênées à aller prendre un cours de golf comme si c'était seulement réservé aux professionnels ou aux joueurs de très haut niveau.
Puis à ces gens-là, vous leur diriez quoi pour dire, hey, viens nous essayer, je vais te donner 2-3 tips pour bien partir? Bien, je te dirais que tu touches à un très bon point, Max. Souvent, les gens, ça arrive, qui sont comme nerveux de prendre une leçon. Le professionnel de golf, c'est un bon golfeur. Les gens pensent des fois qu'on va juger leur élan ou quoi que ce soit, mais c'est pas le cas du tout. Fait que c'est sûr que pour ma part, mon rôle, c'est de désamorcer ça le plus rapidement possible en les faisant sentir que je suis très accessible, que c'est simple, qu'il n'y a pas de jugement, puis que j'en ai vu de toutes les couleurs des swings. Moi-même, j'ai passé par là dans mes débuts, puis encore là, on en manque encore des coups. Donc, c'est de désamorcer ça le plus possible pour que les gens se détendent, parce qu'on sait au golf, il faut être détendu pour être capable d'avoir un peu de succès. Donc, de juste relaxer ça et d'y aller progressif, ça, c'est une bonne chose à faire. Absolument. Steve, ça? De mon côté, encore là, l'accueil est essentiel. Comme je mentionnais tantôt, de ne pas créer le besoin pour la personne. Donc, on l'écouter d'abord et avant tout. Puis, par la suite, je pense que pour retourner ça aux clients, c'est à nous. C'est nous qui avons quelque chose à prouver. Puis, ça ne veut pas dire que parce qu'on est des golfeurs, je dirais, de bon niveau, qu'on est nécessairement un bon pédagogue. Puis, il faut patiner rapidement pour savoir un petit peu quel genre de personnalité la personne devant nous a. J'enseigne pas du tout de la même manière à 2 élèves distincts. Il y en a qui se doivent de se faire donner un petit coup de pied dans le derrière une fois de temps en temps. Il y en a d'autres qu'il faut flatter. L'expérience d'abord et avant tout. Puis en anglais, il y a un patois qui dit « People don't know what you know until they know that you care ». Donc, de te montrer à l'écoute, de te montrer, je veux dire sensible, mais généreux, curieux, puis de les écouter d'abord et avant tout, ça aide grandement à détendre l'atmosphère. Absolument. Kev, tu sens ça un peu de nervosité, toi, des fois, à la tempête? Ben, tu sais, c'est sûr. Puis si on passait par là, nous autres aussi, on le serait aussi nerveux. C'est normal. On pourrait faire le test avec d'autres sports. Puis, tu sais, je serais le premier nerveux à aller prendre un cours de tennis. Tu sais, je connais très peu le côté technique. On serait stressé à ça. Puis, je pense que ce qui fait le plus peur aux gens, c'est la crainte que les pros, ça change le swing au complet. Tu sais. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des pros qui enseignent comme ça. Puis, je sais très bien qu'ici, ce matin, il n'y en a pas. On va se faire un devoir d'y aller par étapes puis de viser qu'est-ce qui est le plus important pour la personne en premier. Puis, comme on disait tantôt, c'est pas vrai qu'on a à pratiquer pendant 6 mois tous les jours pour développer le swing de golf. Si on met le doigt par la technologie que Steve parlait tantôt ou parce qu'on est capable de s'ajuster à la personne, on est capable de cibler qu'est-ce qui est le plus important pour elle pour qu'elle gagne 30 verges ou pour qu'elle corrige sa slice. C'est pas vrai qu'elle va être obligée de soigner comme Matthew Wolff sur le tour, ou c'est pas vrai que il n'y a pas un modèle de swing, tout peut fonctionner, puis c'est pas si compliqué quand on réussit à mettre le doigt dessus. Mais je suis conscient qu'il y a des pros qui ont déjà passé par ce genre de philosophie-là, de changer le swing, puis que tout le monde était dans le même box. Fait que c'est à nous de défaire ça. Tu as raison là-dessus, Kevin. Souvent, les gens appréhendent ça de dire ben là, je vais me faire changer mon swing. Puis ça arrive souvent là, que les gens ont peur de prendre des cours des fois parce qu'ils ont l'impression que là, on va te les mêler. Là. Mais c'est vraiment pas le cas. Chacun a son swing, tu l'as bien dit. Il n'y a pas un modèle de swing. Il faut s'adapter aussi à la physionomie des gens. Y aller progressif. Fait que c'est plutôt rare que dans ma clientèle, qu'on change le swing de tout bord de côté. Si j'en prends un junior au départ ou que là, on bâtit quelque chose ou quelqu'un qui vient dit moi, Jérôme, je veux vraiment m'investir, ben comme je disais tantôt, on pourrait y aller un peu plus en profondeur. Par contre, on ne change pas le swing des gens. On prend ce qu'ils ont bien et on essaye de l'améliorer. Oui, puis de toute façon, dans ce domaine-là, ce qui est intéressant, c'est j'ai lu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le Golf Digest, il y a à peu près 2-3 mois, on a demandé à des pros aux États-Unis, des coachs aux États-Unis, de s'auto-évaluer et de se donner des leçons entre eux. Et Gankus est allé donner une leçon à Ankini, puis Ankini a fait la même chose avec Gankus. Est-ce que vous feriez ça, ce processus-là? Puis est-ce que ça vous intéresserait de voir, je ne sais pas, mettons, Kev aller frapper des balles avec Steve? Là, ça serait le fun de vous voir faire ça. Vous autres, c'est un processus qui vous rendrait curieux à propos de votre propre swing? Ben, c'est drôle que tu dis ça. L'autre fois, j'ai fait un petit pause de mon élan au ralenti sur Facebook. Et puis, il y a d'autres pros qui sont arrivés et qui ont ciblé. J'ai dit, soyez quand même indulgents. Elle n'est pas parfaite, mon élan. Mais tu sais, je l'ai fait un peu. Puis souvent, quand je faisais beaucoup de tournois, avec d'autres professionnels, des fois, on s'entraide dans le champ de pratique. On se donne un coup de main. On va chercher ça. Fait que moi, pour ma part, je l'ai déjà vécu souvent. L'un de mes bons amis, c'est Yvan Beauchemin.
J'ai voyagé souvent avec lui, puis on s'est entraîné beaucoup dans notre swing de golf. Puis de retourner en arrière aussi, si on regarde les golfeurs professionnels à la télévision, aujourd'hui, c'est aussi vrai que dans le passé, malgré que c'est des athlètes aguerris maintenant, mais il n'y a pas deux swings identiques qui ont performé dans le passé. Donc, il y a quelque chose derrière ça. Donc, en tant que pro et golfeur, d'abord et avant tout, je pense que notre mission, c'est justement de s'adapter à la personne et non d'enseigner ce qui fonctionne pour nous. Je pense que c'est une grosse erreur qu'on peut faire. Moi, je débute fréquemment, pas à toutes les fois, mais de voir un petit peu les habiletés sportives de la personne, c'est-à-dire que dès l'amorce d'une leçon, de leur demander de viser quelque chose, puis de marcher à travers leur processus lorsqu'ils jouent réellement. Et de là, on peut se forger des opinions, voir la personne est orientée de quelle manière, quelle trajectoire cette personne-là produit, parce que la fonctionnalité est beaucoup plus importante que la forme, c'est-à-dire l'efficacité au-delà de l'esthétisme. Puis c'est une erreur d'essayer de bien placer le bâton à certains endroits qui n'amèneront pas une efficacité à l'impact. Donc, il faut être rapide sur nos patins, puis il ne faut pas prendre parole dès le premier élan parce que nous, on s'est convaincus que l'élan se devait d'être tel quel. Donc, très important de voir qu'est-ce qu'on veut pour nos golfeurs, c'est qu'ils aient du fun. Puis naturellement, plus souvent qu'autrement, ils ont du fun quand les pointages baissent sur la carte. Donc, je garde toujours ça en tête. Bien dit. Oui, absolument. Puis tu sais, tantôt, vous parliez de swing différents. Puis Matthew Wolff, c'est l'exemple parfait. Son coach, George Gigankus, fait pas l'unanimité dans le monde du golf de par ses techniques d'enseignement. Wolff arrive avec un swing un peu tout croche quand tu le regardes de l'extérieur, mais qui fonctionne parce que à l'impact, il est à la bonne place. Ce genre d'affaires-là, ça vient un peu mettre en lumière ce que vous dites, qu'il n'y a pas de swing de golf idéal, il y a juste une façon de se rendre à frapper la balle de la bonne façon. Et autant pour Matthew Wolff sur le tour que pour moi qui ai 6 d'handicap, que pour Mark Fraser qui a 12 d'handicap. Après se pratiquer. Pour l'amateur qui nous regarde, qui en a 25, le but, c'est de frapper à la balle solide et d'avoir du plaisir. Exact. Puis, tu sais, on connaît tous, comme coach de golf, là, on connaît tout du monde, on a tous des élèves qui ont des swings peu orthodoxes, qui sont capables de jouer 70-72, puis on connaît tous des gens qui ont des swings quand même assez esthétiquement parlant, très beaux, qui ne sont pas capables de jouer en bas de 90. Fait que l'efficacité là-dedans est hautement importante. Je pense que là-dedans, tu sais, de ne pas être un coach avec des œillères, de ne pas être un coach non. Moi, j'aime ça dire non, dire ça, là, mais un coach non, c'est quelqu'un qui va dire non, ça c'est interdit de faire ça, ça on peut pas faire ça. Je coach des gens qui ont des swings, c'est ça, un peu, qu'on on pourrait mettre dans des catégories un peu tout croche, mais qui sont capables d'avoir des performances qui sont excellentes, qui sont capables de battre certains pros. Fait que, je pense que là-dedans, il n'y a pas juste le côté esthétique. Là-dedans, il faut que ce soit répétitif, un swing de golf. Il faut que ce soit efficace. Oui, il y a des notions de distance. Oui, il y a des notions de... Il y a des barèmes là-dedans qui sont importants. Mais c'est pas tout. Là. Le côté esthétique de ça, c'est pas tout. Là. Ben, pour donner un exemple, Kevin, souvent, l'alignement, c'est ultra important au golf. Mais peut-être vous le vivez aussi, là, mais il y a une tendance, souvent, les gens ont tendance à être fermés par rapport à la cible. Et puis là, ben, ils tirent leur coup vers le drapeau. Je connais des gens qui sont souvent alignés 15-20 verges à droite de la cible, mais qui sont ultra précis, puis ils ont développé leur expertise comme ça. Fait que, tu sais, moi, je leur explique, tu es aligné à droite, 15-20 verges, ça va aller. Si la journée que tu tombes à 30-35 verges trop à droite, c'est là que la chaîne va débarquer. Mais si tu restes dans ton 15-20 verges, puis que ça fonctionne bien, on garde ça comme ça, ça donne rien de le compliquer. Par contre, je lui explique qu'il est aligné à droite. Puis s'il exagère encore trop, ben là, ça va causer des problèmes. Mais comme tu dis, il y en a qui, à travers certains défauts, réussissent quand même à très bien jouer. Puis je vois pas le point de tout changer ça juste pour être vraiment conforme avec un alignement idéal. Oui. Jérôme touche un point aussi. Si on prend deux paradoxes de l'histoire, c'est-à-dire Lee Trevino puis Jack Nicklaus, tu avais Lee Trevino aligné à gauche puis Jack Nicklaus assez square. Puis si je reviens encore plus loin en arrière, Sam Snead qui était 10, 15, 20 verges fermées. Les bons joueurs qui ont réussi à performer sans les technologies auxquelles on a accès maintenant, c'est des gens qui, sans avoir pris connaissance d'un concept ou d'une donnée, s'est adapté dans un souci de performance. Donc, c'est physiologique. Une personne peut ne pas être capable de tourner son épaule d'une certaine manière, puis
Pas besoin de se le faire dire pour le trouver, mais certaines personnes ont besoin d'avoir une évaluation qui les convainc qu'ils font la bonne chose. Donc, l'alignement, la prise, puis la posture, selon moi, c'est des essentiels, mais des essentiels qui se doivent d'être conséquents l'un à l'autre. C'est des mariages. Ouais. Puis, tu sais, surtout, vous parliez de différentes trajectoires de balles. La semaine passée, on avait Chip Beck sur le show, puis il nous disait que lui n'était pas capable de gagner à Augusta parce que la balle qui frappe n'est pas faite pour ce genre de terrain-là. Puis chez les amateurs, on le vit aussi parce qu'on se promène de terrain en terrain, puis il y a des terrains que, pour une raison qu'on ignore, on score tout le temps parce qu'on dirait qu'il est comme fait pour nous. Puis il y a d'autres terrains que c'est une catastrophe. Moi, Jérôme, quand je vais jouer au Château-Bromont, je score tout le temps. Je sais pas, je suis bien sur ce terrain-là. Finir avec 2 par 5, j'aime ça. Mais quand je joue à 1000B à Sherbrooke, qui est très dur, c'est un carnage, c'est une catastrophe. Je veux lâcher le golf quand je sors de là, même si c'est un très, très beau terrain. Fait il y a ce rapport-là avec cette game-là, parce qu'au hockey, tu joues sur une patinoire qui est toujours de la même distance, toujours la même grandeur, puis les nets sont toujours à la même place. Mais au golf, c'est toujours différent. Fait qu'il faut tout le temps que tu te réadaptes, on dirait. Ben, c'est sûr qu'il y a des parcours qui fit mieux notre game, comme on pourrait dire, et puis sur lesquels on se sent à l'aise, et sur lesquels peut-être on a déjà eu du succès dans le passé, ce qui nous met déjà dans un bon état d'esprit. Si tu vas jouer à 1000B, puis tu fais ton inventaire des dernières rondes, puis tu sais que ça n'a pas bien été, déjà que ça se peut que mentalement, tu ne sois pas dans tes meilleures prédispositions. Puis quand tu viens jouer au Château-Bromont, ben là, tu sais que ça a bien été. Fait que déjà là, il peut y avoir un effet là, plus, ben, si le terrain, les doglegs, la façon que les trous sont faits, si ça fonctionne bien avec les trajectoires de balles naturelles, c'est sûr. Fait que ça a un effet, définitivement. Au-delà de la technique aussi, les gens en général, c'est ce qui m'impressionne beaucoup des pros des grands circuits, c'est leur préparation chirurgicale. Ah oui. Les amateurs, lorsqu'ils vont jouer un terrain ailleurs, premièrement, il faut connaître ses tendances. Puis quelqu'un qui a tendance à frapper la balle en moyenne 15 verges hors cible avec une intention de viser le centre, mais techniquement, il devrait viser 15 verges à gauche dans un souci de pointage. C'est des statistiques, ça a été prouvé. Mark Brody en est l'instigateur avec Strokes Gain aux États-Unis. Ses services sont engagés par des entraîneurs de joueurs du PGA Tour, mais l'amateur devrait fonctionner de la même manière. Donc, une préparation qui est un petit peu plus, je dirais, précise pourrait aider davantage pour justement faire épouser les trajectoires de balles qu'on obtient puis les adapter au terrain qu'on s'en va jouer. Donc, ça, Steve, là-dessus, je ferai la suite à ça. C'est probablement l'élément qui est le plus difficile à faire intégrer aux gens. Ouais. Les gens ont de la difficulté à vraiment comprendre que tout ce que tu viens d'expliquer là au niveau de la préparation, de la routine, va faire un effet énorme. On est très concentré sur la technique, et puis, mais juste la préparation, l'enlignement, de bien visualiser son coup, souvent, puis de bien évaluer le vent, tous ces éléments-là au niveau de l'analyse, va faire en sorte que des fois, on fait un super bon swing, mais a fini dans la trappe de sable parce qu'on n'a pas bien évalué la condition. Exact. Ça peut avoir une répercussion aussi, parce que les fosses de sable, si tu n'as pas les notions pour en sortir, souvent va résulter en un double, un triple, un quadruple. Puis la faute était peut-être du coup précédent qui a été joué trop serré pour, par exemple, passer le drapeau, puis on termine court. Puis si ça arrive tôt dans notre journée, à ce moment-là, on trouve le reste de la journée longue si on n'est pas capable de tourner la page. Donc, effectivement, oui. Moi, tu vois, rendu à des quadruples, j'écris plus ça sur la carte. Moi, je mets des bateaux de pirates, un bonhomme de neige, une étoile. J'arrête de compter. On le positivisme, on aime ça. Hey, j'ai une très bonne question de Gaétan Grimard. J'invite les gens à poser des questions ce matin à justement nos 3 professionnels qui sont avec nous, Steve Foisy, Jérôme Blais, Kevin Bétremblay. Vous êtes des coachs techniques, mais qu'est-ce que vous dites à un très bon joueur qui soudainement est plus capable de jouer à sa capacité, qui pogne le fameux yips? Est-ce que c'est vraiment mental ou c'est technique? Puis qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs-là? Prends 2 semaines de vacances. On lui demande qu'il nous laisse son cellulaire parce que c'est sûr que c'est une question personnelle, M. Grimard. Laissez-nous votre numéro de cellulaire, on va vous appeler. Oui, il demande pour un ami. Non, mais moi, je pense qu'il y a un côté. Vas-y, Kevin. Il y a un mix technique, il y a un mix mental là-dedans. C'est-à-dire que souvent, un mauvais move technique va amener des défaillances un peu mentales. Le mot est fort, mais quelqu'un qui est capable de contourner ça en général va être capable de régler des yips. Je pense que de s'enfoncer là-dedans, c'est difficile. On en côtoie. On a des élèves souvent qui ont des yips, puis je vous dirais que par expérience, ça se corrige, là, ça se guérit, si on peut dire. On a des bonnes pilules pour ça, mais ça se contourne, je pense, comme défaillance mentale. Moi, j'irais, les yips peuvent être vécus à différents égards du jeu, donc je vais le faire rapidement pour qu'on puisse progresser. Mais si c'est au potting, souvent, je vais essayer de cibler
par l'entremise de potes faits avec seulement qu'une main, de voir laquelle des deux mains est nerveuse. Et par la suite, on va la diriger carrément à l'opposé de la cible, soit prendre un pencil grip, un claw grip, cross-hand. La dernière étape serait de faire changer de côté à la personne au niveau du spotting. Celle-là, heureusement, je n'ai pas eu à me rendre là avec aucun de mes élèves. Puis quand il s'agit de yips au niveau du jeu plus long, parce que c'est possible aussi de l'avoir sur des drivers et autres, c'est vraiment l'impact devient la zone cruciale à laquelle on devient très nerveux. Donc, de carrément jouer de façon farfelue temporairement, c'est-à-dire, OK, on se trouve sur un trou où l'allée est directement devant nous, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun dogleg ou quoi que ce soit, mais de viser en bordure du rough puis de faire tourner la balle vers le centre de l'allée. À ce moment-là, les gens viennent qu'à restreindre leurs intentions puis à se fier à leurs aptitudes athlétiques et ça les évite de penser à un échec potentiel puis de concentrer sur l'intention. Donc ça porte des fruits à nombreuses reprises de mon côté. Puis Max, tu parlais de yips, là, ces choses-là. Il faut être prêt à faire des petits exercices qui sont un peu plus plates pour vraiment casser la mauvaise habitude. Se placer autour du verre, puis même des fois faire des coups d'approche sans même frapper de balle, juste travailler la fluidité du mouvement, puis l'essayer sur une balle, puis essayer vraiment de se concentrer, à garder la fluidité, non pas d'essayer de frapper la balle, parce que le yips, des fois, c'est comme un élément qui est comme hors de contrôle, c'est comme un réflexe qui se passe quand on frappe. Puis il y a une partie mentale par rapport à ça, fait qu'il faut réussir à casser ça, puis des fois, ben ça demande un peu de temps, puis un peu d'exercices qui sont moins intéressantes à faire, moins le fun, mais qui, en bout de ligne, vont être efficaces pour essayer de briser ça. Il y a une partie aussi là-dedans qui les amateurs, quand on arrive au terrain, on ne pratique pas beaucoup. Ça arrive, on arrive souvent, là, notre départ est à 8h10, là, on sort de char, on met nos souliers, il est 8h02, on va à la cabane, vite, on paye, là, on embarque sur le terrain, puis là, ça prend 2-3 trous partir, puis je pense que les gens réalisent, souvent, c'est à cause de l'agenda que tu as plus ou moins le temps de le faire, mais Max, je te dirais... Je dire que dans un 15-20 minutes, tu as le temps de faire assez d'exercices pour bien te réchauffer pour partir ta game comme il faut. Bien, tant qu'à prendre l'après-midi pour aller jouer au golf, planifie-toi une petite demi-heure de plus, puis vraiment, prends le temps de t'échauffer. Oui, 15 minutes, mettons une demi-heure. Un peu de chipping, un peu de putting, frappe des balles. Au moins, ton corps est réchauffé. Tu as eu le temps de focaliser sur quelques petits éléments, quelques clés techniques. Et puis là, tu commences tu commences à bien jouer, idéalement, au premier trou, et non pas te servir des 4-5 premiers trous pour t'échauffer, dans le fond. Là. Ouais. Il y a une grande tendance aussi dans le golf chez les amateurs et aussi quelques pros. J'étais victime de ça dans le passé, c'est qu'on arrive souvent au premier trou, naturellement non préparé, puis on a fréquemment l'habitude de mal finir quand on a une bonne journée. Donc, d'être capable de se retrouver dans un état d'esprit où au trou numéro 1, on avait déjà joué 3-4 trous précédemment, donc de commencer ce processus-là au driving range, qui n'est pas évident, mais il y a des manières de faire. Et de continuer à mettre, sans prendre des décisions farfelues, mais de garder le pied dans le fond lorsqu'on joue une bonne ronde, puis de le voir d'une manière comme si on essayait de courir après quelqu'un, c'est-à-dire j'aime jouer une partie de golf en me disant que quelqu'un est en train de me battre à plat de couture cette journée-là, donc le fait d'être soit sous la normale ou de s'en aller vers une belle performance lors d'une certaine journée, mais de dire, OK, il y a quelqu'un qui fait mieux que moi présentement. Donc, d'un côté compétitif, c'est une manière de faire parce que les gens... Ils pèsent sur le frein rapidement, commencent à sortir de leur plan de match, prennent des mauvaises décisions, puis on commence à jouer avec beaucoup de tensions qui sont peu nécessaires. Donc, oui, le 15e club, qui est la boîte à fuse ici, est importante dans des moments cruciaux, mais de commencer solidement, ça dicte le ton de la journée. Donc, il faut trouver une manière pour arriver confortablement à préparer sur le premier tir. Oui, absolument. Puis moi, c'est vrai, il y a un terrain au Québec à Waterloo qui ont un trou zéro. Puis j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Tu as le trou zéro, tu pars, il n'est pas sur la carte, c'est juste un vrai trou de golf, puis tu le joues, puis après ça, tu arrives au trou numéro 1. J'ai tout le temps trouvé que c'était une bonne idée parce que il est là, il faut que tu marches par là pour te rendre au tee du trou numéro 1. Fait que t'es comme parti dans des bonnes dispositions. Est-ce que tu peux le substituer avec un mauvais pointage sur un des 18 trous réglementaires? Je ne sais pas c'est quoi là. Hey, les gars, une autre question de Jonathan ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience positive aussi d'une game de golf. Tu t'en vas au club de golf, comme Jay parlait tantôt, tu t'en vas au club de golf, tu te réserves déjà un 4 heures, 5 heures au total pour jouer au golf. Essaie d'arriver 15 minutes avant dans ton horaire au club de golf. Tu vas avoir du fun, tu vas te chercher un petit café, tu prends ton kart relax. Tu as beaucoup plus de plaisir.
quitte à couper un peu après ta game au pire, ou tu sais, de prendre une bière de moi après, mais ça fait partie de l'expérience totale de ta game de golf. Tu sais, d'arriver à la course sur le tee, c'est pas super de fun. Ça prend 2-3 trous embarqués dans le game. Tu sais, ça fait partie de l'expérience totale, je pense, d'arriver au moins 15-20 minutes. Je te dirais, Kevin, tu as touché un bon point. Couper après, familialement, c'est excellent. Non, puis le moment avant est le fun, parce que moi, quand je joue avec mes chums avant, là, j'aime ça arriver. On s'assoit au club, on déjeune, puis là, on commence à se tirer à la pipe. Hey, la dernière fois, moi, j'ai joué tant, toi, t'as joué tant. Hey, on met un petit 5$ sur la table, puis on dirait que ça ajoute de quoi à la partie qu'on va jouer quand tu arrives justement dans ce setup-là, de dire, bon, ben là, on a un petit 5$, puis on joue un mini-skins, puis c'est une belle façon, je trouve, de se placer dans une belle position mentale pour avoir du fun, puis même si on est, tu sais, nous, les amateurs, on n'est pas des pros personnes, on ne gagnera jamais nos vies avec ça, de savoir que je vais peut-être faire 12$ à la fin de la game, puis que ça va être le fun qu'on va se tirer à pipe. T'as raison, Max, mais tu viens de dire, vous n'êtes pas des pros, vous ne gagnez pas votre vie avec ça, mais même ceux qui gagnent leur vie avec ça prennent le temps d'aller s'échauffer pour vraiment être optimal. Fait que pour un amateur qui joue pour le fun, dans le fond, il ne gagne pas sa vie, ça ne permettrait pas de bien s'échauffer lui aussi. Les meilleurs au monde le font pour avoir leur meilleure performance de la journée et maximiser leurs chances. Fait que c'est pas parce que tu joues 90 que tu n'as pas le droit d'aller t'échauffer et d'optimiser tes chances de bien. Non, c'est ça. J'ai une super belle question de Jonathan Gagnon qui dit, les gars, qui pour vous présentement a le plus bel élan technique sur le PGA Tour en ce moment? Oh! C'est là qu'on dit form over function. Il y en a pas mal. Tiger, je trouve qu'à travers ce qu'il a vécu physiquement, puis les changements, a réussi à amener son swing. Je le trouve encore plus stable qu'avant. Je veux dire, moi, j'ai toujours été impressionné par le swing de Tiger. Puis en ce moment, c'est incroyable ce qu'il était capable de refaire et de ramener sa technique avec un dos qui est un peu plus rangé, comme on pourrait dire. Oui, absolument. Moi, je dirais, j'en garderais deux ex-aequo. J'irais avec Justin Rose puis Adam Scott pour l'esthétisme. Ah oui. Conventionnel des deux côtés, athlétiquement très juste. Mais je pense qu'Adam Scott, il y a un petit brin d'avance à mon avis. Moi, j'aimerais séparer les deux, c'est-à-dire que séparer la longue game et la game de fer. Le driver, c'est Rory pour moi, c'est sûr. Tiger, un swing de fer. Tiger, un swing de fer incroyable. Les deux sont durs à mixer. C'est rare quelqu'un qui va avoir un swing immensément efficace avec le driver puis immensément efficace avec les fers. Sont tous assez bons dans les deux volets, mais je pense que Rory pour le driver puis Tiger pour les fers. J'ai une super bonne question de Anne Rogerson, qu'on salue d'ailleurs. Anne qui dit, est-ce que vous changez votre approche en enseignant à un homme et à une femme? Ben, je te dirais que c'est pas parce que c'est un homme ou une femme. Moi, je change mon approche, peu importe la personne qui est devant moi. J'essaie de m'adapter à l'individu qui est en avant moi, peu importe le sexe, là, pour ma part. Là. De mon côté, je dirais que l'enseignement, c'est sûr que la morphologie d'une dame est différente de celle d'un homme. Donc, en début de carrière, j'étais gêné d'adresser le fait que les femmes avaient une poitrine, mais il faut le faire pour la fonctionnalité, il faut en parler. Leurs intentions, encore là, d'être à l'écoute. Il y en a des deux catégories, mais chez les dames, en général, c'est des gens qui sont plus sensibles à, justement, la gentillesse de l'enseignant davantage que sur le résultat immédiat qui va en ressortir de cette leçon-là. Donc, encore là, je garde toujours en tête que la personne ne reviendra pas si tu ne l'aides pas à s'améliorer, mais vraiment d'avoir une approche qui va être intégrante, qui va lui permettre de se sentir confortable pendant l'heure passée en compagnie d'un prof, naturellement de préconiser, moi je dirais, la valorisation, même s'ils font un mauvais coup. C'est-à-dire que sur 10 balles, mais je trouve que si on la touche à chaque fois, lors des 10 occasions, c'est déjà un pas en avant. Si on parle d'une débutante, une golfeuse aguerrie, je dirais qu'il faut encore une fois entamer la discussion à propos du terrain. Il y en a qui jouent de façon récréative, qui n'ont pas l'intention d'aller jouer sur un parcours de sitôt, mais la personne, il faut écouter les gens avant de prendre parole. Quelqu'un qui joue fréquemment et qui n'a pas l'intention de pratiquer beaucoup, il faut savoir, OK, est-ce que vos bois d'aller, c'est des bâtons avec lesquels vous entrez au vert? D'y aller pour que la personne puisse, encore une fois, mettre des pointages qui leur plaisent sur une carte de pointage. Puis l'esthétisme, encore là, on la met de côté. Moi, ce que je fais souvent avec les femmes au niveau de l'approche, c'est que
vu qu'elles ont en général moins de vitesse de tête de bâton, c'est juste un fait. Je n'enseigne pas de la même manière quand il s'agit de la position d'impact pour différentes catégories de bâtons, surtout les longs. Je donne un exemple, un impact avec les mains loin en avant de la balle pour bien compresser la balle. Pourquoi les hommes, en général, frappent des gros divots puis les dames en ont peu? C'est une question de fonctionnalité. Il faut que la balle s'élève dans les airs. Donc, la position d'impact pour une dame, en général, va être beaucoup moins avec une tige beaucoup moins inclinée au moment du contact. Fait que oui, je m'adapte, mais je lui demande de frapper des balles avant parce qu'il y a des dames qui frappent un 1000 aussi. Oui, absolument. Puis peut-être les dames, on parlait des gens qui sont un peu intimidés par le pro. Ça se peut. Moi, je peux dire que des fois, les dames sont un petit peu plus intimidées. Fait que oui, c'est de rendre l'expérience agréable. Puis oui, c'est un loisir pour la majorité des golfeurs du Québec. Donc, faut rendre l'heure de leçon le fun, éducative, agréable, avec un bon feeling. Puis oui, les encourager, même si la balle ne part pas tout le temps avec un super bel envol, mais parce qu'on le sait, le golf, c'est difficile. C'est pas un sport facile. Fait que des fois, les gens arrivent avec des attentes. Et puis, ça ne compte pas les attentes, mais faut vraiment les encourager, même si ça va moins bien, pour que ça soit le fun. Puis, ce que je voulais mentionner aussi, j'ai perdu mon idée. Vas-y, Kevin. Tu m'as déjà dit, Kev, que tu enseignais à de plus en plus de filles à la tempête. Il y en a beaucoup des demoiselles qui vont te voir en tempête, justement, pour devenir meilleures. Puis, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on en veut plein sur les terrains de golf. Puis on veut les voir de plus en plus. Puis, c'est le fun de voir ça, mais tu leur enseignes comment? Différemment ou c'est la même chose? Ben, tu sais, excuse-moi, Max, ta question, je l'ai pas j'ai entendu à moitié, mais tu sais, je peux te dire que les gars et les filles, on est composés différemment, on a une physionomie différente, on a une flexibilité différente. Je pense que la plus grosse différence entre les deux, entre les gars et les filles, c'est la source de vitesse, l'endroit où est-ce que la vitesse va être générée physiquement. Donc, oui, on doit s'ajuster. Non, c'est pas différent. La balle, elle ne sait pas qui la frappe. Là. Mais pour aller chercher de la vitesse supplémentaire, la zone physionomique qui va travailler va être un peu différente. Donc, un gars qui va coacher sa blonde pour lui dire comment frapper plus loin ou comment... Ça, là, les gars qui nous écoutent aujourd'hui, là, je vous dis, c'est probablement la pire chose pour faire aimer le golf à votre blonde. C'est pas la même façon que vous. Elles l'apprendront pas de la même façon. On n'est pas composé pareil. Fait qu'il faut s'ajuster à ça. Il faut garder en tête que une fille va aller chercher sa vitesse. Puis c'est possible de gagner de la vitesse pour les dames aussi, là, comme pour les gars, sauf que c'est différent comme source de puissance. Je pourrais ajouter au plaisir aussi pour les dames ce qui a été excessivement bien fait au Mirage par l'entremise de Debbie Savoie-Morel, c'est d'avoir le contexte collectif, c'est-à-dire si c'est des initiés, de les avoir en groupe pour qu'une et l'autre réalisent qu'elles sont tous dans le même bateau pour commencer. Ouais. Et de ces programmes-là, super ingénieux, on en a retiré beaucoup qui sont encore des adeptes aujourd'hui. Le défi présenté, à mon avis, puis je ne sais pas si vous le vivez dans vos clubs respectifs, c'est la nouvelle génération de dames, des nouvelles mamans dont les conjoints jouent. Ça devient un défi, puisque naturellement, soit à cause des enfants, soit à cause de la carrière. Mais je crois que les clubs de golf ont intérêt à offrir des programmes où les enfants peuvent être pris en charge pendant que non seulement le conjoint joue avec sa gang de boys, mais de leur accorder une journée où peut-être on le fera en couple. Et ça, à tous les âges. Du golf de couple, c'est une autre initiative de Debbie au Mirage. Ça marche, puis pas à peu près. Puis, c'est intéressant. C'est intéressant, Steve, ce que tu dis, parce que j'ai donné une conférence c'était en novembre dernier. C'était le gros meeting de la NPTG à Niagara Falls. Puis j'ai été rencontrer des propriétaires de clubs de golf. Puis je parlais justement d'amener les filles sur les terrains de golf. J'ai donné l'exemple justement de Nadia ici au Versant qui fait sa ligue de femmes le mercredi. Puis il y en a plein. Puis c'est de créer un contexte social où elles peuvent aimer le golf, avoir du fun avant de devenir bonne, de maîtriser, de juste se trouver une place sociale où, crime, je m'en vais avec mes amis de filles, ça va passer, on va jouer un 9, après ça, on va souper, on prend un verre de vin, puis après ça, comme dans tout, comme dans n'importe quoi, quand tu commences, là, tu as le goût de devenir meilleur. Gars ou fille, là, tu as le goût de faire mais Colin, j'aime ça. Là, j'ai envie de m'équiper, là, j'ai envie de prendre une leçon, puis ces contextes-là sont super importants, je trouve. J'espère qu'il n'y aura pas un... Oh, tu as dit, Jérôme? Ben, c'est ça exactement, c'est le facteur plaisir.
Quand tu as du plaisir à faire quelque chose, ça te donne le goût d'en faire de plus en plus. Ça te rend passionné aussi. Fait que ce que tu viens de mentionner là, c'est exact. On va voir cette année si on aura fait un bon travail au niveau de véhiculer notre passion, parce que le petit drink après game, il sera plus ou moins possible. Donc, on va voir si on a vraiment des adeptes féminines du golf. Puis, j'invite il y en a plein. Tous les pros à justement partir des initiatives qui regroupent ces femmes-là, puis des journées thématiques. Puis je pense que nos membres ont un grand rôle à jouer, et ils le jouent bien, du moins de mon côté, à l'intégration des nouvelles. Parce que les hommes, quand on a quelque chose à se dire, on se le dit en général. Du côté des dames, c'est un peu différent. Donc, il y en a qui se sentent un petit peu, comment je dirais, qui se sentent pas nécessairement à leur place. Donc, ça prend des activités où la compétition est en avant-plan, mais où beaucoup de participatifs, puis permettent à des gens qui n'ont pas nécessairement pensé gagner un tournoi plutôt objectif, mais de mettre des petits prix de participation pour différents types d'accomplissements. Donc, très important. Oui, absolument. Puis, tu sais, je parlais d'activités sociales. Kevin, à la tempête, vous faites de quoi? Moi, je trouve que cette formule-là est incroyable, où vous invitez des compagnies, des bureaux, là, des PME, sont 10, 12, 15, 20. Ça se passe en soirée, ils sont sur le champ de pratique, ils frappent, ils chippent, ils potent. Et là, toi, Fred et Louis-Alexandre, vous vous promenez, puis c'est comme des leçons un peu informelles. Je pense que c'est un gros succès chez vous, ça. Ouais, c'est un gros succès. Le monde a du fun. Puis tu sais, je pense que ça fait partie de la nouvelle réalité aussi du golf, c'est-à-dire que des gens qui vont jouer 4-5 games par année, il y en a plein, j'en coach plein. Je coach des gens qui vont prendre 10 cours dans leur année puis qui vont jouer 4 games. Fait que ça devient, tu sais, le golf devient une activité sporadique, mais où est-ce qu'on veut avoir du fun, on veut bien jouer. Fait que tu sais, ces activités-là, c'est le fun, ça met en place un peu, oui, le côté technique, mais tu sais, au-delà de ça, c'est quoi le golf? T'sais? Le but, c'est de viser là-bas, c'est d'avoir des petits repères pour être capable d'évoluer là-dedans, puis de te donner le goût d'aller sur le terrain de golf, puis d'apprendre après. Commencer le golf, lancer sur le terrain de golf, c'est pas si évident. Il y a beaucoup de choses à observer, il y a beaucoup de choses techniques qui sont en place, il y a beaucoup de... C'est pas évident d'apprendre en débutant. Fait que là, c'est vraiment le fun. On a bien du fun avec cette activité-là. Jérôme, je te vois debout sur ton verre de pratique. Ça m'amène à la prochaine question. Pierre Picard, il dit, pourriez-vous nous expliquer quoi faire pendant 20 minutes au terrain de pratique pour le maximiser? Mettons, j'ai 20 minutes avant de partir. Je fais quoi? Parce que, corrigez-moi si je me trompe, il y a bien du monde qui ont frappé 3 balles avec le fer 7. Après ça, ils sortent le driver puis ils dévissent. Je te dirais qu'ils frappent des balles avec le driver, puis après ça, ils finissent avec une coupe de pop, puis ils s'en vont jouer sur le premier départ, habituellement. Mais on fait quoi si on a 20 minutes, mettons, votre routine idéale? Moi, je dirais qu'on s'échauffe avec des fers courts en premier. Là, on a 20 minutes. Fait qu'on divise ça en 3 séquences de 10 minutes, dans le fond. Fait que 10 minutes au champ de pratique, on frappe des balles. On commence par les fers courts et on termine avec le bois d'aller. Les fers courts, on y va. C'est vraiment pour prendre le tempo, prendre le rythme, être juste s'échauffer. Après ça, on s'en va vers le verre de pratique. Et puis, on fait quelques coups d'approche pour avoir un bon feeling de notre touche de la journée. Des coups roulés, moi, j'aime me mettre à 20 pieds du trou pour essayer d'aller taper une dizaine de balles puis de venir faire mourir ma balle à la hauteur du trou pour aller calibrer la vitesse du verre que j'ai à faire face pour ma ronde. Et puis, quelques coups roulés de 2-3 pieds. Donc, j'irais 3-4 pieds parce que 2 pieds, moi, habituellement, je suggère aux gens de mettre ça dans leur poche pour accélérer le jeu. Fait que, tu sais, souvent, les gars télé, ils finissent leur pote. Ouais, mais ils gagnent leur vie avec ça. Eux autres jouent pour le fun. Oh, oui. Avant aussi. Je vois les gens marquer la balle à 6 pouces là, parce qu'ils ont une gageure de piastre. On a, tu sais, même nous autres, en pro, quand on joue pour le plaisir, là, la meilleure façon de ne pas rater un pot de 2 pieds, c'est celle-là ici. Là. Comme ça. Fait que, en gros, je dirais 20 minutes, là, on fait des élans, on va au verre de pratique, chipping, potting, et puis on est prêt à faire feu sur le premier départ. Kevin, toi? Écoute, je pense que le but, c'est de segmenter ça. Moi, j'aime bien commencer par les approches. J'aime ça. Je sais pas, j'ai perdu le début de Jay, là, je m'excuse. 20 minutes, t'as 20 minutes pour te préparer avant de On dirait que je reste à 40 km dans le bois, tu sais.
Mais j'entends la moitié de ce que vous dites, les gars. En fait, moi, j'aime ça, séparer la pratique en deux, c'est-à-dire que la moitié de short game, la moitié de long game, commencer par le chipping, élan complet avec les fers, un peu de drive. Nous, comment c'est segmenté au club de golf? Le verre de pratique est complètement à côté du verre numéro 1, du terre de départ numéro 1, pardon. Donc, on termine avec les coups roulés, pour moi, qui est une grosse source de feeling, puis de pace, puis de rythme. Donc, je trouve ça super le fun. Moi, j'ai toujours fait ça, terminé par le putting de toute façon. Avec un peu d'approche, élan complet, puis après ça, au moins un genre de 5-6 minutes au putting green, là, s'il vous plaît, mais c'est ce que j'aime. Kevin, ce que tu as dit, dans le fond, là, c'est vrai, peu importe l'ordre. Dans le fond, il faut toucher un peu à tous les aspects du jeu, là, mais peu importe l'ordre. Il y en a qui préfèrent commencer avec les coups roulés, les coups d'approche, finir avec l'élan. Il y en a que c'est l'inverse. Peu importe l'ordre, on le fait selon ce qu'on aime faire. Mais l'important, c'est de faire le tour et d'être bien échauffé avant de partir après ce premier départ. Ton 20 minutes à l'heure de quoi, Steve, toi? De mon côté, brièvement, quand on a seulement que 20 minutes, naturellement, je veux qu'on s'échauffe. C'est-à-dire TPI offre différentes options qui peuvent se faire en 1 minute pour activer les muscles du cou jusqu'au chevilles. Ouais. Exact, qui sont plus bénéfiques, à mon avis, que de frapper des balles si on avait seulement que 5 minutes, par exemple. Donc, une petite minute là-dessus. Faire le tour du sac rapidement avec les différentes catégories de bâtons, mais de ne pas passer trop de temps à s'approprier notre technique, c'est-à-dire de réfléchir à ce qui nous a été dit lors d'une leçon précédente. Donc, de vite tomber au niveau des aptitudes athlétiques à frapper une balle vers une certaine cible, de se donner des petits seuils de réussite, des petits défis où on a une récompense puis une pénalité, différentes manières d'augmenter le niveau d'anxiété en pratique qui sont possibles, même si on est dans un contexte où on a autant de balles que l'on le veut. Puis, avant de procéder au test numéro 1, lorsqu'on est sur le verre de pratique, ce que je vois, puis j'en suis le premier coupable, parce qu'on enseigne souvent quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes, donc de prendre 3 balles, mais les 3 balles, les diriger à 3 différents trous. Parce que ce cliché-là de frapper la première balle courte, la deuxième longue, puis la troisième dans le trou, puis on s'applaudit par la suite, mais c'est juste qu'on vient de s'adapter. Et naturellement, on n'aura pas 2 fois le même coup roulé consécutivement sur un parcours. Donc, de vraiment varier les longueurs et les provenances, les courbes. Les gars, dernière question avant de vous laisser aller. Puis s'il y a des gens qui en ont, allez-y. J'aurais le temps d'en mettre quelques-unes pour des réponses éclaires à l'écran. Je veux parler un peu de l'apport des médias sociaux dans l'enseignement d'aujourd'hui, puis dans comment vous amenez justement votre enseignement aux gens. Puis Steve, je prends l'exemple de ce que tu vas faire mardi le 5 mai à 9h. C'est une demi-heure de cours de putting en Insta Live depuis chez vous. C'est World's Biggest Golf Lesson. C'est quoi au juste? Peux-tu nous en parler? Encore une fois, je vais le résumer. J'ai eu la chance dans les 2 dernières années de rencontrer John Glenn de Color Path Golf. C'est des British qui, naturellement, ont un intérêt dans leur entreprise à justement faire éclore leur produit qui est une espèce de kit avec des règles et des disques de plastique. C'est de l'enseignement par association de couleurs. Puis il m'a sollicité pour justement des levées de fonds pour le milieu de la santé. Et il y a au-dessus de 25 pays de représentés. C'est une demi-heure de leçons, de putting idéalement parce qu'on est tous confinés chez nous. Et de cette manière-là, à travers le site web, les gens peuvent donner des fonds qui vont être distribués à différentes organisations selon les endroits où les cours sont donnés. Donc, encore là, c'est vraiment l'effort collectif qui prime. Puis, parce qu'on est chez nous, ne voudrait pas dire qu'on n'a pas à communiquer avec nos communautés. Fait que pour moi, je vois le devoir de garder contact avec les gens du monde du golf parce que on a un bon bassin de golfeurs, mais il faut quand même en prendre soin pendant ces moments plus difficiles-là. Donc, je trouvais que l'initiative était bonne de se montrer visible et de donner. Je pense que les histoires de succès de différents enseignants à travers les années, c'est de la passion. Puis, par de la passion, il ne faut pas être gêné de donner de notre temps. Donc, pour moi, c'est un mandat qui était pas difficile à choisir. Oui, absolument. Puis les médias sociaux permettent une belle plateforme. Tu sais, Jérôme, on t'a vu dernièrement donner des trucs, chipper des rouleaux de papier de toilette, amener du fun un peu dans l'enseignement. Ça me plus l'entertainment que le conseil de gars. Non, mais tu sais, c'est cool. Puis je prends simplement tes chroniques à Golf Mag sur l'émission de Dan Melançon. C'est tout le temps short and sweet, c'est le fun. Puis ça se reproduit très bien sur les médias sociaux. Puis Colin, les gens vous suivent et les gens veulent savoir. Tu sais, Kev, tu as une chaîne YouTube qui fonctionne super bien, tu as des milliers de personnes qui te suivent. Puis je pense que les gens, quand on a un 5-6 minutes pour aller regarder des vidéos de golf dans le sofa pendant que
On est occupé, ça se fait très bien. À quel point ça vous a aidé à rejoindre des golfeurs, justement, ces plateformes-là? Ben, écoute, c'est maintenant, on passe vraiment par là maintenant. Moi, ça me donne, avec mon site web, jérômeblais.com, j'ai une infolette. Les gens s'inscrivent à mon infolette. On le fait via mon site web. Puis à chaque 2 semaines, j'envoie un courriel avec un conseil de golf vidéo, une chronique, un blog. Ça me permet vraiment d'être en contact avec les gens. Les gens, des fois, m'écrivent par courriel des questions techniques. Quand j'ai l'occasion de leur répondre, je leur réponds avec plaisir. Ça nous permet d'interagir, pas seulement dans le champ de pratique avec les gens, mais chez les gens, peu importe ils sont où à travers la province, puis même à travers le monde, des fois. Absolument. Il faut garder l'atmosphère golf en vie, puis ceux qui ne se montrent pas présents sur les réseaux sociaux, ben ils sont réactifs. Donc, pour nous, on le fait par passion, mais sans le faire, c'est pas du placement futur, ça. C'est juste du gros fun qu'on a à communiquer avec notre clientèle. Puis la minute où on va pouvoir les voir face à face, mais ce sera très bien, puis on a hâte de le faire. Donc, ça devrait être prochainement. Puis moi, je m'adresse beaucoup à la jeune clientèle. Je pense qu'on est à un tournant dans le monde du golf où il faut faire la promotion de notre profession. Puis les réseaux sociaux, quel média est plus efficace que ça pour rejoindre la clientèle jeune? Je crois que dans le passé, ça a été le golf a été un sport où on voulait performer, puis là, on se trouve à une autre époque. Donc, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit le fun, coloré. Donc, pour engager nos jeunes, les réseaux sociaux, c'est une plateforme incroyable. Puis, j'en tire beaucoup de la présence de l'Académie sur Internet auprès de notre clientèle plus jeune. Absolument. Kev, du côté de ton YouTube. Puis on a vu beaucoup le confinement nous a amené à voir beaucoup de choses. Les gens sont originaux. On analyse, on fait tous des analyses d'élan, je pense, un peu à distance de nos élèves. On a fait beaucoup cet hiver, évidemment. Les gens ont juste ça à faire. Mais on a vu des setups. On enseigne à des gens. J'enseigne à des gens qui ont des simulateurs chez eux, mais j'enseigne aussi à des gens qui ont de l'originalité solide, qui frappaient des balles invisibles dans des coussins de sofa. On voit que les gens de golf, les golfeurs, c'est des tripeux, c'est des passionnés. On a fait des analyses d'élan dans toutes les situations. Fait que c'est bien le fun. Ça nous garde en contact avec le monde. C'est un sport technique, oui, mais c'est un sport que je pense que les gens ont. C'est passionnel. Là, j'en ai vu un jeune de notre sport-études qui, dans son salon, sur un tapis de putting, faisait des full swings avec une balle de mousse dans son rideau. Christophe Archambault, je te salue. Un élan magnifique. Je suis content de voir que tu l'entretiens par ces temps plus moroses. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis je remercie tes parents de te permettre de le faire également. Oui, puis tu sais, vous avez parlé de l'engagement et de l'amour qu'on a ici pour ce sport-là. Je me souviens justement quand j'étais à Niagara Falls pour la conférence en novembre, je parlais à des propriétaires de terrains de golf qui disaient au Canada, les gens aiment le golf. Ils aiment ça. Ils aiment beaucoup le golf. Au Québec, vous êtes des maniaques. Vous êtes des mordus. Vous avez hâte, vous en mangez, vous consommez des tournois à la télé, vous jouez sur plein de terrains, vous vous promenez, vous allez en voyage. Tu sais, tantôt, j'ai mis le commentaire de F. Bourdeau à l'écran. F. Bourdeau est allé chez Gendron Golf. Il y a des voyages. On a cette particularité-là ici de vraiment aimer le sport. Et je pense, pour moi, que ça passe par des gars comme vous autres, par des professionnels comme vous autres qui sont des porte-étendards de cette game-là. Parce que vous l'amenez avec, comme je disais tantôt, beaucoup de simplicité, puis ça fait en sorte qu'il y a bien du monde, des chums à moi qui, mettons, me voient jouer 70 games par année, mais que je suis capable de les amener 10-12 fois sur le terrain, puis ils ont mauditement du fun, autant que quand, mettons, les gars jouent au hockey ou font d'autres activités qu'ils aiment aussi. Fait que le tout, ça, c'est ce qu'on fait ce matin, tout le monde qui parle de golf, les gestionnaires, les fans de golf qui nous écoutent, qui partagent ça, ça contribue à l'amour collectif qu'on a pour cette game-là. Bien, définitivement, puis c'est notre rôle, là, comme tu dis, c'est de rendre ça accessible à le plus de gens possible, de rendre ça sympathique, agréable. Souvent, le golf, dans le passé, était assez, comme un mot anglais, assez stiff. Là, on a du fun, on s'amuse, c'est agréable, c'est simple. Comme je disais au départ, le facteur plaisir, pour moi, c'est mon guideline, c'est ma ligne directrice. Puis à partir de là, ben, on s'améliore et on s'amuse à travers le processus. Ce qui est plaisant de voir aussi, c'est toutes les générations de pros se rallient. Je pense à Luc Boisvert, Claude Gamache, des capsules web qui sont originales, qui vont chercher leur petite touche pour atteindre leur clientèle. Puis on s'entend qu'ils ne sont pas obligés de faire ça. C'est des gens bien établis dans le domaine, mais je trouve bien que tout le monde se rallie puis se montre présent.
par ces temps qui courent là. Puis, naturellement, on a hâte de regagner nos parcours. Martin Ducharme qui fait un travail exceptionnel. Je tiens à le saluer au niveau de la concertation. Chapeau. Je pense que tu paves le chemin pour les générations de directeurs généraux à venir. C'est vraiment, vraiment intéressant puis le fun de voir ton engagement. Puis je sais que tu parles au nom de tout le monde. Donc, on ne peut pas faire autre chose que se rallier derrière toi. Absolument. C'est mon boss en plus. C'est vrai. Les gars, je veux prendre du temps pour vous remercier d'avoir été sur le show ce matin. C'est un privilège de 3 gars que j'aime beaucoup, de 3 gars pour qui j'ai énormément d'estime. Merci d'avoir passé 1 heure. Il y a plein de monde qui nous ont répondu ce matin, qui sont contents d'avoir entendu parler de golf. Puis c'est bien important pour moi de prendre du temps pour envoyer les gens vers vos différentes pages et vos différents réseaux sociaux. Donc, Steve, si on veut te suivre sur Instagram, c'est Foisy Golf Academy. Exact, ou FGA Inc. Donc, c'est le sigle à mettre. Puis, il y a encore des capsules qui vont être mises pour le mouvement Swing at Home. Puis, envoyez-moi vos questions, puis il va me faire plaisir d'y répondre. Naturellement, ce qu'on répond sur Internet, c'est en surface. Il n'y a rien mieux qu'un face-à-face pour travailler l'élan. Donc, je vous conseille de nous contacter au fur et à mesure que la saison va progresser. Puis, aussitôt qu'on peut gagner nos champs d'exercice, ça sera la meilleure des rencontres. Donc, alors, c'était Foisy du club de golf Le Mirage. Kevin, si on veut te suivre sur les médias sociaux, c'est Kevin Golf, de la façon que c'est écrit dans ta petite fenêtre. Et tu es professionnel enseignant, directeur d'académie à la Tempête à Breakville, Québec. Exact. KevinGolf.com pour ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires. Pour envoyer l'élan de golf aussi, les analyses d'élan, ça me fait plaisir. Puis, on se revoit bientôt, les amis. Absolument. Et Jérôme Blais, on va te faire un pote avant que tu quittes parce que tout le monde veut voir ça, Jérôme. Mais on peut te suivre sur jérômeblais.com, sur les médias sociaux et tu es nouvellement professionnel au golf Château-Bromont. Exactement. Sur mon site web, vous allez voir aussi, là, j'ai différents services d'enseignement. La portion voyage, je parlais d'Ève Bourdeau tantôt là, chez Gendron Golf. On espère que ça va reprendre là, dans la prochaine année et dans les années à venir. Là. Fait qu'il y a beaucoup de voyages, des événements corporatifs. J'organise des fins de semaine de golf en groupe de 12. Fait que ça fonctionne très bien depuis plusieurs années. Fait que toutes les informations sont sur mon site web. Puis j'invite les gens, encore une fois, à s'inscrire à mon infolette pour recevoir les petits conseils de golf. Puis si tu veux, Max, je pourrais terminer avec un petit conseil de golf ultra rapide et simple. Ben oui, vas-y. La tête lève souvent parce que c'est un réflexe de regarder où est-ce qu'on va. Si je te lance la balle avec mes mains, je te regarde. Mais au golf, le trou est à notre gauche pour un droitier, mais on doit regarder le sol. Fait que la tête a souvent tendance à partir. Dans le fond, les yeux veulent aller voir où est-ce qu'on vise. Alors, l'exercice, c'est vraiment de faire des coups roulés en laissant les yeux au sol au moins 3 secondes. Lorsqu'on pratique sur le verre de pratique, on frappe notre coup roulé et on garde les yeux au sol 3 secondes. Simplement pour aider à couper le réflexe que les yeux partent. Quand on arrive sur le parcours, on ne pense pas à ça, mais le fait de s'être entraîné à ça va faire en sorte qu'on va peut-être la garder la fraction de seconde de plus en situation de jeu qui va nous amener une meilleure stabilité pour nos coups roulés. Et là, Jérôme, je vais te remettre en plein écran, mais le fanion blanc est à combien de distance d'à peu près d'où tu te trouves, mettons? Là? Celui-là, là? Ouais. Ouais, il est jaune. C'est le soleil, là, mais je te dirais qu'il y a à peu près 20 pieds. 20 pieds. Alors, OK, Steve, Kevin, est-ce que Jérôme la met dedans, vous pensez? Il manque high side. High side, il a l'air de tourner gauche-droite. Il va manquer high side et Kevin dit va la mettre dedans. Attention, est-ce que c'est bon? Low side. Low side. Mais quand même pas si pire pour un petit green de fond de cours. Oui, absolument. Hey, les gars, merci tellement. Merci d'avoir fait ça. J'invite les gens à aller vous voir sur vos différents médias sociaux ou à aller voir n'importe quel pro de la PGA du Québec pour aller chercher une leçon cette année quand ça va repartir. Je vous souhaite une belle saison de golf. Merci d'avoir pris le temps. C'était un honneur pour moi de vous avoir sur le show ce matin. Merci de nous avoir reçus, Max. Merci, bonne saison à tous. Salut, les gars. Ciao. Bye-bye. Wow, quel matin. Tellement cool, c'était tellement le fun. Merci à tout le monde d'avoir été là. Il y a plein de commentaires. Je veux vous saluer ces 3 professionnels qui représentent des régions différentes du Québec qui ont vraiment une belle approche, une approche avec de la simplicité sur l'enseignement du golf, des gars que j'ai la chance de côtoyer. Puis là, je vous ai présenté ces 3-là ce matin, mais il y en a plein. Des bons professionnels et d'excellents enseignants de golf, des bons techniciens. Anne Rogerson est tellement sympathique. Je pense aux gars de Golf 21 qui sont tellement cool, qui ont lancé un projet il n'y a pas longtemps. Je pense aux gars de Team More Birdies à Québec, Pierre-Luc Bergeron, Maxime Beaulieu qui font un job incroyable. Il y en a plein. Le golf est une communauté
tellement cool. Et je pense à Tim Allary à Saint-Jérôme. Il y a plein de noms qui me viennent en tête. J'aimerais ça tous les nommer. Eric Laporte au Montcalm. Mike Murray qui vient d'arriver justement du côté du Versant. Il y a plein de bons profs. JP Moffett du côté du Manoir Richelieu. Mais merci de partager. Je sais que vous êtes impatient de jouer au golf. Je sais que vous avez hâte. Je sais que ça vous brûle et que vous avez des fourmis dans les jambes. On est tous comme ça. Il commence à faire beau. On regarde nos bâtons puis on a hâte de jouer. On a hâte de se promener. On a hâte de frapper la balle. Ça va venir. Ça va venir. Ça s'en vient. Soyons patients. Faites juste vous dire une chose. Quand on attend après quelque chose et que ça arrive, c'est tellement, mais tellement agréable de pouvoir le faire. Alors, je veux saluer la table de concertation de l'industrie du golf qui rend ce projet-là possible. Merci de cette initiative-là. Je pense que les gens apprécient. Merci de partager le vidéo. Merci de propager la bonne nouvelle et de faire en sorte que quand on va être plein à jouer au golf et à savoir que ce show-là existe et qu'on va pouvoir le partager. Et j'ai le goût de vous inviter demain parce que je suis bien excité. Demain, à 9h, on fait une tasse de thé avec Max Salon. Demain, j'ai 3 invités. J'ai Lisa Longball-Vlouswick, qui est une championne de long drive. Lisa, on parlait du golf chez les dames tantôt, a tellement d'initiatives pour amener les dames à jouer au golf et elle réussit très, très bien. Elle se promène partout aux États-Unis, partout au Canada pour enseigner le golf et elle a été 8 fois championne canadienne de long drive. Elle est tellement cool. J'y ai parlé au téléphone pour préparer l'entrevue de demain. Je pense qu'on s'est parlé 45 minutes. Tellement elle est sympathique. Fait que ça n'a pas manqué. On a une golfeuse canadienne, québécoise, amateur qui s'appelle Brigitte Thibault qui joue pour Fresno State aux États-Unis. Elle vient d'être nommée sur la première équipe d'étoiles de la division All Mountain West. C'est une golfeuse que vous allez assurément voir pendant de nombreuses années. Elle est très jeune, super talentueuse. Elle a joué un tournoi déjà à Augusta. Elle représente le Canada. Elle est sur l'équipe nationale canadienne. On va l'avoir demain. Et demain, on aura... Et j'ai hâte de vous le présenter, le champion du Masters de 2003, Mike Weir, le gaucher canadien Mike Weir. Mike va avoir 50 ans le 12 mai. Il sera donc éligible au Champions Tour. On va jaser de ça avec lui, de cette nouvelle portion-là de sa carrière. Il va jouer quelques tournois sur le Korn Ferry. Ensuite, il va se diriger vers le Champions Tour. Mais celui qui a marqué notre imaginaire dans le golf sera avec nous autres demain. C'est un grand privilège de l'avoir. Alors, merci à tous. Merci d'avoir été là. C'est tellement cool ce show-là. C'est un grand privilège de faire ça. J'étais en direct du centre de golf Le Versant ce matin. Je remercie Nadia justement de son accueil et toute l'équipe ici. Merci à la table de concertation de l'industrie du golf. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Salut tout le monde. À demain. Bye bye.